Les mares font-elles pulluler les moustiques? Qui crée les mares? Pourquoi on utilise souvent une bâche plastique pour créer une mare en 2025? Où créer une mare et comment créer une mare? Que votre jardin fasse 5 mètres carrés ou 10 hectares. Si vous souhaitez des réponses à ces questions, vous êtes au bon endroit. Le 12 octobre, nous organisions avec l'association Les Béguines de Kermadio dans le Morbihan un stage Créer une mare et réensauvager son lieu, animé par le naturaliste Melvin Guyot-Jonard, que je ne présente plus. Vous pouvez l'écouter dans les épisodes 79, 80, 81, 137 et 139. Avant de créer la mare toutes et tous ensemble, Melvin a donné une conférence de 2 heures. J'ai conservé uniquement la partie sur les mares car la partie sur le réensauvagement a déjà été abordée dans d'autres épisodes. Si vous souhaitez la recevoir, je peux vous l'envoyer, il suffit de m'envoyer un mail. Ceci est un bonus, et ce n'est pas un épisode classique. Je ne pensais pas le publier, d'où une qualité d'enregistrement assez médiocre, mais je pense que vous y trouverez des informations intéressantes et c'est pour ça que j'ai choisi de le publier malgré tout. Belle écoute. Un des facteurs de réensauvagement d'un lieu et qui va apporter vraiment la diversité des fonctions dans le milieu qui est assez forte, il y a plein de choses qui vont le faire, mais c'est notamment les mares, c'est à la fois pédagogique, c'est assez beau, ça fait une rupture avec planter une haie, c'est bien, mais une mare c'est vraiment quelque chose de différent, c'est un autre monde, c'est des espèces complètement différentes. Enfin, moi depuis que je suis tout petit, j'adore les mares. Si on a une petite définition, une mare c'est un point d'eau sans arrivée d'eau, donc c'est vraiment un espèce de vase clos qui de petite taille, très vague. En général, c'est 80 cm et 2 mètres de profondeur, et c'est moins de 5000 m². Ça peut exister naturellement, donc dans des dépressions, des endroits où c'est assez argileux, du coup ça retient l'eau quand il pleut, ou ça peut être creusé artificiellement dans un sol très argileux, ou sur une nappe phréatique, ou imperméabilisé avec une bâche ou du béton. Il y a une dimension un peu naturelle de la mare, mais il y a aussi le côté artificiel parce que l'humain a créé énormément de mares avec l'agriculture pour les bêtes, tout ça, ce que je disais tout à l'heure, et aussi là, depuis 1950, plus d'1 million de mares qui ont été détruites. Donc, comme je disais tout à l'heure, on est à la fois des créateurs de milieux et on a favorisé, on a fait venir, on a fait exploser plein d'espèces. Et derrière, là, on est en train de tous les faire disparaître parce que c'est des écosystèmes qu'on a créés et que maintenant on reprend. J'ai envie de dire maintenant pourquoi du coup on a envie de faire une mare. De base, donc les mares naturelles qui existaient de base, elles sont souvent liées, donc soit on a un endroit qui est très argileux, qui va garder l'eau, qui va faire une vasque, mais la plupart du temps, en fait, une rivière, normalement, c'est censé être comme ça. Donc, du coup, on est à niveau, et du coup, il y a des endroits où forcément on va avoir des dépressions, et des dépressions dans le sol, et du coup, on va être sous le niveau des nappes phréatiques, ou la nappe d'accompagnement, ou de la rivière, et forcément, ça va se remplir par capillarité. Et du coup, on a beaucoup d'espèces, je pense notamment au triton, ou quoi que ce soit, où souvent, vous avez peut-être entendu parler des problèmes de continuité écologique, de corridor écologique, c'est que les espèces peuvent plus se déplacer et tout. Quand on crée une mare, on se dit bah, merde, il n'y a rien qui vient dedans, il n'y a pas de continuité écologique. Donc souvent la mare, est-ce qu'on l'a faite à un endroit qui est logique, qui fait que les espèces étaient capables, parce que pour une grenouille, enfin, quand les grenouilles ça va, mais les tritons ça va pas très loin. Il y a plein d'espèces qui se déplacent très mal. Et du coup, bah, en fait, faire une mare, donc ils mènent n'importe où, bah, souvent elle est pas là où naturellement elle allait s'imbriquer à un endroit où les espèces étaient capables d'interréagir avec. Là, normalement, en fait, c'est truffé de mares le long de la rivière. Les espèces arrivent à passer d'une à l'autre et c'est pas compliqué pour elles. Nous, maintenant, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a une problématique où on a flingué les rivières, donc il n'y aura plus de mares naturelles. On a envie de garder l'habitat mare parce qu'on a notre conscience et qu'on sait que c'est important, on aime ça, on a plein de raisons. Mais souvent, on va le faire là où foncièrement, on peut le faire. Et du coup, souvent, c'est des habitats qui sont même pas capables d'apporter une mare, donc on va souvent être obligé d'amener une bâche. Et du coup, si on a envie de faire une mare pour les espèces, pour la biodiversité, parce qu'on aime ça, quoi que ce soit, et que le milieu n'est pas censé être capable d'accueillir une mare naturellement, bah, entre guillemets, on n'essaie pas de restaurer des cycles hydrologiques ou quoi que ce soit, on veut juste faire un réservoir de biodiversité, donc mettre une bâche, même si je sais qu'il y a des gens qui ont du mal avec le plastique, c'est pas un problème, parce que de base, on n'aurait pas pu avoir de mare et on fait au mieux, on fait un compromis, il n'y aurait pas eu de mare là, ça ne pourra pas interagir avec l'ensemble du vivant qui pourrait, parce qu'on n'est pas dans un contexte de continuité écologique, mais on fait au mieux, on a envie, c'est un plus, c'est positif. Donc au final, la bâche, il ne faut pas le voir comme un truc négatif, il faut le voir comme un petit bonus. Là encore, je vais avoir un petit exemple. On est dans la Camargue, là, avec le crabier chevelu, un petit rond assez marrant. Quand il ouvre les ailes, il est tout blanc. Et au tout début, quand les gens commençaient à s'habiter en Camargue, parce que c'est sympa et tout, qu'il y avait un petit peu de tourisme,
ah merde, de l'eau stagnante, il y avait des moustiques. Qu'est-ce qu'on a fait? On a passé avec des Canadair, on a balancé des pesticides dans la flotte, et on a tué tous les moustiques. C'était fabuleux, c'était l'année où il fallait aller en Camargue, il n'y avait plus un moustique. Le problème, c'est qu'ils ont flingué tout ce qui bouffait les moustiques. Il faut vous dire que les gens qui se plaignent des moustiques à cette époque-là, c'est pas quand, je ne sais pas si vous allez en Camargue récemment, mais c'est pas comme aujourd'hui. Comme, en fait, on a détruit d'un seul coup tous les moustiques sur une année, il n'y avait plus de moustiques, il n'y avait plus à manger, tout, et comme c'est la base de la chaîne alimentaire, en bas de chaîne alimentaire, ça a pété tout ce qu'il y avait en Camargue en une année. Le moustique, il a une façon de vivre, c'est qu'il ne vit pas longtemps, il se fait exploser par quasiment tout, donc pour survivre, il fait énormément d'œufs. Il fait énormément d'œufs. Du coup, on a pété le moustique sur une année, il y a eu énormément d'œufs, dans les quelques œufs qu'il y avait, il y avait forcément de l'évolution de la diversité, là, qui ont résisté aux produits chimiques. L'année d'après, ils ont explosé. Sauf que l'année d'après, il n'y avait plus rien pour les contrôler. On en arrive à la Camargue d'aujourd'hui, où s'il n'y a pas de vent, c'est bon du sang, tu finis en oubli. Donc, les moustiques, c'est leur habitat. Il y en a, mais si on fait une mare, entre guillemets, qui est naturelle, qui est intégrée dans sa fonctionnalité écologique, donc on prend en compte certaines petites règles, qu'on va voir juste après, en fait, le moustique, il y en aura toujours, mais ça ne sera jamais une explosion, ce ne sera jamais un envahissement. Quand les villes sont là à dire putain, il faut boucher une mare parce que c'est à cause de là qu'il y a tous les moustiques, regarde toutes les poubelles qu'il y a autour. Allez regarder les poubelles, ce sont les conteneurs avec les sacs poubelles. Les sacs poubelles, il y a des creux avec de la flotte, si vous regardez dedans, il y a des larves de moustiques. Il y a une poubelle d'eau dans les jardins, il y a des moustiques dedans. Si vous regardez le béton, ça fait dans les rigoles, là, c'est tout moche et ça sent le pipi, il y a des moustiques. Il n'y a que les moustiques qui peuvent vivre là-dedans. Donc il n'y a pas de contrôle, donc le moustique explose. Dans une mare, il y a tous les prédateurs inimaginables, et en dehors de la mare, il y a tous les prédateurs inimaginables. Donc il y aura du moustique, parce qu'il n'y a pas de. Enfin, s'il vit, il va réussir à vivre, mais il ne pourra pas exploser. Un milieu simplifié, homogène, pourri, de mauvaise qualité, il n'y a que le moustique qui peut survivre, du coup il va exploser. Du coup, en fait, on pointe du doigt les mares parce que c'est facile, c'est visible, mais en fait, si vous regardez, vous furetez un peu partout en ville, si vous commencez à être envahi des moustiques, vous verrez qu'il y a plein d'endroits où il y a des micro-flaques, et c'est là que. Souvent, c'est quand il y a des crues, et que ça mène plein de déchets plastiques, des bouteilles plastiques sur le côté dans la forêt. Là, vous regardez toutes les bouteilles, les soucoupes, les machins, les pots de peinture qui ont été jetés, les machins. C'est blindé de flotte, c'est blindé de moustiques. Il y a plusieurs centaines d'espèces de moustiques en France. Il y en a qui sont de jour, il y en a qui sont de nuit, il y en a qui sont crépusculaires, il y en a qui aiment le sec, il y en a qui aiment l'humide. Si vous voulez vous faire piquer, vous prenez en photo et vous pouvez apprendre plein de choses sur l'espèce de moustique qui vous embête. Maintenant, une mare ouf. Là, ça, vous allez le voir tout à l'heure. Ça, c'est dans les Côtes d'Armor. Là, on est sur un sol méga argileux. C'est l'hiver, ça faisait chlouk. J'ai gratté, j'avais déjà ça, je me dis ouf. On est pas mal, on est sur de l'argile. Je pense que je vais pouvoir faire une mare entre guillemets naturelle. Ça va se remplir tout seul. Là, on est sur un sol qui est beaucoup moins argileux, beaucoup plus perméable. Il n'y a pas d'eau qui va être stockée. J'ai envie de faire une mare pour la biodiversité. Parce qu'en général, on va avoir besoin d'une bâche. Ensuite, en général, donc là vous avez un terrain, on voit que là c'est un petit peu, là il y a un peu de pente, il y a un peu de pente là-bas. Là c'est légèrement en dépression, et là plus bas on a un point bas, c'est en dépression. Bon bah les mares, on va essayer de les faire sur les points bas, pour justement essayer de capter le ruissellement de l'eau. On va essayer de travailler avec, pas travailler contre. Si on la met sur une montagne, bon bah c'est à nous de venir avec les arrosoirs pour la remplir. La mettre dans un point bas, techniquement ça va ruisseler, ça va amener l'eau. Là encore, on est flemmard, on économise du temps, c'est l'eau qui vient à nous, c'est pas nous qui venons à l'eau. Ensuite, les règles d'or. Le plus important, en fait, si vous faites une mare, quoi que vous fassiez, le plus important, c'est les pentes douces. C'est que souvent, on a des petits bassins. Souvent, des fois, il y a des mares où il y a des moustiques partout, ou les étangs de pêcheurs. Ils font des berges comme ça. La grenouille, elle a beau sauter, elle a besoin d'un truc solide pour sauter, donc sauter de l'eau pour monter un truc comme ça va être compliqué. Il y a plein d'insectes, les berges sont comme ça, et les plantes sont sur la berge, c'est compliqué de sortir. Les oiseaux, ils vont avoir du mal à venir. Enfin, des pentes abruptes, c'est un obstacle, c'est pas naturel, il n'y a rien qui peut. Une pente douce, il y a tout qui peut sortir facilement. Donc c'est super important de faire des pentes douces, c'est vraiment le plus important pour favoriser la vie et du coup qu'est-ce qu'on veut la nature. Ensuite, il y a aussi ce côté, c'est que une mare, c'est extrêmement complexe et diversifié en elle-même, c'est qu'il y a plein d'étages. Vous allez avoir l'eau de surface, peut-être que vous avez déjà des espèces en tête que vous avez déjà vues. Il va y avoir des plantes, pas de plantes, ça va être extrêmement diversifié une mare. Et en fait, il y a plein de strates, et chaque strate différente va avoir une faune spécifique liée à la berge, au milieu, ou à la surface, avec plantes, sans plantes. Donc en fait, c'est extrêmement complexe, c'est extrêmement diversifié. Donc là, en fait,
je fais une mare, je fais quoi? Il faut diversifier en fait. Chaque étage en fait va être favorable à des espèces différentes. Si j'ai pas beaucoup de place, que je vais faire une petite mare, bon bah techniquement je vais peut-être avoir que les espèces de ces étages-là. Si je peux avoir beaucoup de place, je vais augmenter la diversité de milieux et je vais avoir des espèces différentes. Et ensuite là ce petit côté profondeur, pourquoi tout à l'heure j'ai dit qu'une mare c'est 1,20 m, 2 m, c'est quand l'été il fait chaud et que ça chauffe. Si vous voulez avoir une mare permanente, parce qu'il y a aussi des mares qui sont temporaires, c'est pas négatif, il y a toute une faune qui est associée à ça, mais en général c'est quand même plus sexy d'avoir une mare avec de l'eau tout le temps. Et la faune qu'on peut observer est aussi plus sexy. Je parle de micro-merdouilles dans la vase, sèche, c'est moins, voilà, c'est moins visuel. Du coup on a besoin en fait, à partir d'1 mètre de profondeur, on a cette zone où ça va rester frais, même l'été. Du coup niveau évaporation, on va garder quand même de l'eau. L'hiver, si ça gèle, on va quand même garder une zone où il y aura de l'eau, ce qui est important pour beaucoup d'espèces. Donc le fait d'avoir au moins 1 mètre, entre 1 et 2 mètres de profondeur, ça permet entre guillemets de s'assurer d'avoir une mare qui soit... Et après, dernier point aussi, c'est que toujours encore, on fait ce qu'on veut, on fait ce qu'on peut, mais une mare, plus elle va être sinueuse, elle aura une forme un peu bizarroïde. Pour les gens, si c'est pas rond ou carré, c'est moche, avec des pentes comme ça et des berges en béton sur une piscine, c'est pas beau, mais... Le vivant, c'est autrement. Quand c'est comme ça, il y a que des moustiques et il n'y a rien qui vit. Et puis quand c'est tout sinueux, c'est bien. Mais là encore, on fait au mieux. Donc, le mieux, le parfait, c'est quand la mare, ça fait un truc comme ça, et puis qu'au milieu, on a des endroits où c'est tout serré, tout fin. Parce que du coup, on va avoir vraiment des espèces de plantes et de machins précis. Et puis qu'après, on a un îlot au milieu. Enfin, on peut imaginer toujours plus complexe et toujours plus fou. Bon, après, un haricot, c'est déjà très bien. Et puis, un rond, si on a un petit jardin, on peut faire qu'un rond, c'est déjà très bien. Enfin, dans l'idéal, on complexifie la forme au maximum, mais on fait ce qu'on peut. Deuxième règle d'or super importante, d'abord ça peut être poisson, espèces exotiques. En général, quand vous allez à Jardiland ou quoi que ce soit, on vous propose les pires fléaux de la nature. C'est-à-dire, vous pouvez acheter ça pour la modique somme de 10 balles, alors que vous en coupez, là vous coupez ça, vous le mettez dans la flotte, deux semaines plus tard, vous avez un tapis. C'est rentable. L'or à côté, c'est bon. Vous avez la Jussie, qui, je ne sais pas si vous voyez, mais dans les étangs partout, c'est une espèce de gros îlots de végétaux avec des petites fleurs jaunes. Pareil. Ou l'élodée du Canada qu'on vend dans les aquariums et qu'on a balancé dans les eaux, et ça pareil, ça pousse super bien. Ça c'est vraiment, donc souvent ce qui est proposé en jardinerie, ça à éviter, parce que le problème c'est qu'il y a des espèces entre guillemets, et on va en planter cet après-midi dans la mare, qui entre guillemets posent pas de soucis, elles sont exotiques. Elles interagissent quand même avec beaucoup d'espèces, notamment parce qu'elles sont assez mellifères, donc elles ont de l'un. Elles rentrent en synergie, elles rentrent en interaction avec le vivant local. Ça, ces espèces-là peuvent rentrer un petit peu en interaction. Là, ça fait des abris pour les alevins. Ça, c'est une plante oxygénante qui va amener de l'oxygène dans l'eau. Mais le problème, c'est que elles ont envahi quasiment tous les plans d'eau, les zones humides de France, parce que forcément, on a mis dans les aquariums, dans les machins, on a relâché. Et elles ont une compétitivité qui est tellement forte que dans les écosystèmes naturels, elles explosent et elles étouffent tout le reste. Donc on perd la diversité locale au dépit d'une plante qui est super compétitive. Donc si vous voulez en mettre dans votre jardin, vous en mettez, mais en fait, si jamais il y a un héron qui passe, qui l'emmène ailleurs, on peut participer à la disparition d'autres espèces. Donc quand on met une plante dans la mare, si on a envie d'accélérer le processus, on a envie de jouer à Dieu, il faut vraiment faire gaffe de se dire, est-ce que je vais pas faire une bêtise? Il y a des plantes exotiques, entre guillemets, on va voir tout à l'heure. Elles vont pas causer de problème, c'est pas grave, c'est joli, c'est sympa, on a aussi cette envie esthétique. Il y a des plantes, notamment ces trois-là, c'est vraiment les 3 pires fléaux en France. Il faut vraiment éviter de les bannir. Il y a aussi le petit poisson rouge. Souvent, on dit dans les mares, on a envie de mettre des poissons, pas de poissons. Ça dépend de la taille des mares, en fait, et ça dépend de ce que vous voulez. Les petites mares, en général, peu profondes, ça va être des mares avec des amphibiens, des grenouilles, beaucoup d'insectes. Quand on va commencer à arriver sur des très grandes mares, fatalement, avec le temps, on risque d'avoir des poissons qui risquent d'arriver avec des petites ailes, parce que c'est collé aux pattes des hérons, quoi que ce soit, ou des canards. Mais c'est dans des grandes mares, c'est dans des grands milieux. Historiquement, c'est des poissons qui sont synergiques avec des espèces. Comme c'est qu'aujourd'hui, avec nos amis pêcheurs, certains ont voulu bien faire, ont voulu, face à la destruction des rivières, tout ça, ils ont voulu réempoisonner pour remettre des poissons pour pêcher, pour avoir de la vie dans un lac, parce que pour eux, une zone humide, s'il n'y a pas de poissons, c'est un problème. Le problème, c'est qu'ils ont mis que des trucs exotiques. Les poissons, les carpes, ça explose le fond, c'est tout le temps de la matière en suspension, donc niveau oxygénation, on perd de l'oxygène dans le milieu, et en plus avec leur crotte,
ça eutrophise, donc on augmente le niveau d'azote dans l'eau, ce qui fait qu'on a des algues vertes, on a des lentilles d'eau, des espèces de petits points verts qui poussent sur l'eau. C'est pas négatif, c'est juste une conséquence, c'est un marqueur, ça te dit l'eau est extrêmement eutrophe, l'eau est trop riche. Notamment les algues vertes en Bretagne, c'est lié justement à cette eutrophisation des cours d'eau, de la mer et ça, parce que les milieux sont trop riches, ils ne vont pas être aussi riches en nutriments. Mettre des poissons dans une mare, c'est comme balancer du fertilisant agricole dans la mare. C'est qu'on sature le milieu en azote. Dans des plus grandes mares, avec le temps, naturellement, même si vous ne faites rien, vous devriez avoir des poissons qui arrivent. Mais ce sera des mares qui sont moins favorables à des amphibiens, par exemple, à certains insectes. Et si la mare est diversifiée avec des formes un peu bizarres, il y a des endroits où les poissons pourront parler, et du coup, on aura cette séparation entre poissons et tout. Mais des poissons qui ne sont pas censés être présents naturellement dans les mares, en général, ils vont eutrophiser le milieu, l'asphyxier et bouffer tout. Donc c'est pareil, c'est pas terrible. Si vous voulez avoir une mare fonctionnelle, en tout cas si vous voulez avoir un beau petit bassin avec des petits poissons rouges, là, faites-le. Mais voilà. La dernière règle d'or, du coup, c'est plus ou moins ça, c'est qu'en fait, il n'y a pas de règle miracle, enfin, à part les trucs que je disais avant, comme c'est la base. Enfin, non, si vous allez acheter des petits bouquins, on va dire la mare, il faut la faire avec machin, de temps, de ceci, de cela. En fait, on vous donne comment faire un type de mare, qui est sympathique, que j'aime bien, moi j'aime bien le faire, si j'ai un jardin plus tard, c'est le premier truc que je ferai. Mais c'est un type de mare pour un type de biodiversité. Et en fait, chacun a ses contraintes, chacun a ses envies, et on peut faire, par exemple, moi j'ai pas envie de faire une mare avec une bâche, je sais que j'ai un peu dans le fond du jardin, c'est un peu humide et compagnie, je vais creuser profondément, et puis ça va être moins joli, mais il va y avoir un battement d'eau, et ce battement d'eau va faire venir des plantes très spécifiques, qui vont être annuelles, on appelle les gazons amphibies, il va y avoir des petits insectes tout microscopiques, tout mignons, très spécifiques qu'on ne trouverait pas dans une mare classique avec une bâche à niveau. C'est pas grave. En fait, j'ai fait quelque chose de différent, j'ai fait quelque chose d'hétérogène, j'ai amené de la diversité dans le milieu, et ça va amener d'autres espèces. Du coup, il y a vraiment ce côté, en fait, si vous voulez faire une mare, il y a des règles entre guillemets d'or avant à prendre en compte, mais sinon, il faut diversifier au maximum, il faut complexifier le milieu, mettre des tas de pierres, des tas de branches, du bois, même du bois mort dans l'eau, parce que ça amène une biodiversité spécifique, du bois juste à côté, parce qu'il y a une biodiversité qui aime le bois mort à proximité de l'eau. Puis il y en a, ça va être à 1 mètre, à 2 mètres, enfin, c'est incompréhensible, mais juste plus vous diversifiez, même une mare debout, ça va être positif. Donc vous avez votre mare et juste à côté, il y a un endroit où vous avez un peu trop marché quand vous avez fait le chantier et ça fait une mare debout. C'est génial, c'est favorable à plein d'autres espèces. Dites-vous qu'il y a des espèces, notamment, je ne sais pas si vous voyez les artémias ou les triops. Les artémias, c'est des petites crevettes qui permettent aux flamants roses de devenir roses. C'est des espèces, ça vit dans les étangs temporaires. C'est-à-dire que là, moi j'ai fait des inventaires dans les étangs dans le Var, un étang où il y a de l'eau 2 mois dans l'année, une fois tous les 5 ou 10 ans, et des espèces qui vivent que là-dedans. Donc dites-vous que si juste vous commencez à creuser une mare, le sol est trop dur, vous avez la flemme, en fait cet endroit-là, ça va être très difficile à voir, c'est une biodiversité très spécifique, mais ça peut favoriser des espèces très précises. En fait, quoi que vous fassiez, ça favorisera des espèces, ça en défavorisera d'autres. C'est le jeu. Et pour illustrer un petit peu ça rapidement, donc là vous avez plusieurs zones humides dans la ferme, comme je disais tout à l'heure. Là on a une mare dans un verger à proximité de strates herbacées assez hautes, à proximité d'arbres, elle est très végétalisée, la profondeur elle fait 1 mètre de profondeur. Là vous avez un espèce de l'aune, vous avez un rue à côté qui a débordé et ça fait comme un bras mort, une espèce de frayère à poisson, où là il y a 20 cm de hauteur d'eau. Là c'est blindé de grenouilles chaque année, de crapauds, notamment le crapaud calamite, qui est une espèce qui va pas non plus super bien. Il y a des libellules très spécifiques de ces mares-là, alors que c'est d'autres dans ces mares-là. Là vous avez une mare qui est connectée au ruisseau, pas vraiment une mare, c'est plus un étang techniquement. Enfin bref, ça déborde et ça amène, c'est d'autres espèces qu'on va trouver. Là vous avez la zone à castor qui déborde, donc la zone humide, ça va être complètement différent que des espèces qui vont être dans le cours vif de l'eau. Là on va avoir une mare extrêmement profonde, très végétalisée, on va avoir d'autres espèces d'insectes, de libellules et tout ça. En fait, chaque habitat va favoriser d'autres espèces. Par exemple, je disais, la mare très dense, très végétalisée, on a le gorge bleu à miroir qui vient en halte migratoire. La rivière où on va avoir un peu de courant et beaucoup de végétalisation, on va avoir ces libellules, les Calopteryx, des libellules qui aiment justement la végétation dans les rivières, en tout cas qui a un peu de courant. La zone très faible en hauteur d'eau, là vous avez un petit oiseau, vous avez une bécassine sourde, donc elle a besoin qu'il n'y ait pas de flotte ou très peu d'eau, c'est pour ça qu'elle a des pattes un peu surélevées, c'est pour ne pas se mouiller le derrière, mais pour aller manger dans l'eau. S'il y a une mare qui fait 1 mètre de profondeur, il n'y aura pas cet oiseau-là qui viendra. Là vous avez un chevalier gambette, avec une patte orange, je ne sais pas si vous voyez, derrière un oiseau avec un bec, lui il a besoin que ce soit de la vase, donc il va être sur les bordures sur le côté.
Le crapaud calamite, il va avoir besoin d'une mare sans végétation, très peu profonde, qui fait une flaque d'eau. En fait, quoi que vous fassiez, vous allez favoriser des espèces, vous allez défavoriser d'autres. Donc c'est à la fois, moi ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que ça décharge un petit peu, c'est qu'en fait, quoi qu'on fasse, on va faire quelque chose. Ça sera du milieu, ça sera de la diversité, ça sera de l'hétérogénéité, et c'est positif. Et après, voilà ce que je disais, donc voilà, on a des mares différentes. Là, on avait creusé une mare, c'est le début. Donc je vous disais, pas végétalisé, très peu profond, un fond de flotte. C'est un habitat, si on n'avait pas ça, on n'aurait pas ce crapaud-là. Le crapaud calamite, il lui faut cette espèce de mare très peu profonde, où en fait, il aime l'eau qui est chaude vite, et où il n'y a pas de compétition, il n'y a pas d'autres espèces, parce qu'au final, il va pondre dans des endroits où le tétard va grandir super vite. Et il ne sait pas nager. C'est un crapaud qui ne sait pas nager, si on le met dans l'eau, il coule. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on le trouve sur les chantiers ou dans les milieux agricoles ou quoi que ce soit, c'est qu'il va venir dans ces endroits où il y a la seule ressource alimentaire, entre guillemets, c'est le moustique. Mais il n'y a pas d'autres trucs qui vont venir pouvoir le manger, parce que le tétard il est fragile ou quoi que ce soit. Et du coup, il y a un risque d'assec, parce qu'en fait, ces mares-là vont s'assécher dans l'été. C'est pour ça qu'il grandit super vite. Et c'est un habitat qui est spécifique, qui est très compliqué. L'eau va chauffer très vite, donc il y a beaucoup de trucs qui n'aiment pas quand l'eau chauffe. Ça risque d'être très vite à sec, donc il faut vite avoir des papates pour s'enfuir, sinon ça va être compliqué. Et il n'y a pas beaucoup de prédateurs, il n'y a pas beaucoup à manger, mais lui c'est son habitat, c'est là-dedans qu'il a réussi à tirer son épingle du jeu. Du coup, si on ne fait pas des mares, une espèce de flaque toute moche, on n'aurait pas ce crapaud qui viendrait. Pareil, si on n'avait pas des mares profondes, avec de l'eau tout le temps, on n'aurait pas certaines biodiversités qui viendraient. Certaines plantes. Là, c'est la grande douve, c'est une plante qui est extrêmement rare de zone humide. Si on n'avait pas fait ça, elle ne serait jamais arrivée, quoi. Donc c'est vraiment le côté, en fait, quand vous faites une mare, il ne faut pas se dire je vais faire comment je dois faire ma mare entre guillemets, c'est je veux faire quel type de mare, qu'est-ce que je veux favoriser, qu'est-ce que je veux défavoriser, et qu'est-ce que j'ai comme contrainte, qu'est-ce que je peux faire avec mes contraintes. Mais dans tous les cas, il n'y a pas de règle. Bon, pas de règle. Il y a une réglementation. Il n'y a pas de loi sur les mares entre guillemets. Ce qui s'en rapproche le plus, c'est assimilé au plan d'eau quand vous regardez quoi qui est faible surface et de moins de 2 mètres de profondeur. Donc, si vous faites 2 mètres 1, apparemment ça peut être compliqué, c'est une autre législation. Elle peut être implantée au sein d'une zone humide et faire partie d'un réseau de mares. Donc, vous pouvez aussi regarder dans tout ce qui est au niveau légal, au niveau zone humide. Elle ne peut pas être alimentée par un cours d'eau. Donc, ce que je disais, sinon là on passe dans la réglementation étang. Si il y a un cours d'eau qui jette dedans, on passe en étang, c'est une autre réglementation. Mais par contre, si vous avez un canot, un drain, une gouttière, enfin ce que vous voulez qui n'est pas naturel, là ça n'y a pas de souci. Mais il faut juste. C'est en train de dire qu'au niveau du cadastre, mais en zone humide, on peut faire la mare. Tu peux faire une mare, mais il y a d'autres trucs qui arrivent après. Mais en tout cas, ça peut être pris dedans. Ça peut être pris dans la réglementation zone humide. Mais du coup, donc, réglementation plan d'eau, pas plus de 2 mètres de profondeur. Elle ne peut pas être alimentée par un cours d'eau naturel. Par contre, si un drain, un fossé, un machin, pas de souci. Et du coup, qu'est-ce que c'est du coup elle peut être par les eaux pluviales et les eaux. Oui, voilà. De quoi? Non, mais je dis ta phrase. Ah oui, le ouais. pellet par des fossés ou des eaux pluviales. Voilà, donc il y a ce côté. Là. Ensuite, en dessous de 10 mètres carrés, ça ne fait pas un détail des mares, il y a un seuil de liberté, entre guillemets, on fait plus ou moins ce qu'on veut. Par contre, c'est si on est à plus de 1000 mètres carrés, là, il faut faire une déclaration à la DTT sur la loi sur l'eau. Donc, c'est pas une autorisation, c'est dire je vais faire ça, et ils vont venir vite vous rappeler si c'est pas bien ou si c'est bien. Il y a un machin. Il faut juste faire attention à la règle du cumul, c'est-à-dire que si vous faites plein de petites mares de 10 mètres carrés sur votre terrain, si ça dépasse 6000 mètres carrés, il faut faire une déclaration de la loi sur l'eau. Comme je disais tout à l'heure, plus on diversifie, plus on en fait, plus on sature, mieux c'est. Donc il faut faire quand même gaffe à ça, parce que moi je me suis amusé à faire plein de marches, là où je pouvais, et après je me dis peut-être qu'on dépasse le seuil. Du coup, s'il y a déjà un étang ou une mare sur une parcelle, on fait des mares à côté. Si c'est un étang, c'est pas un étang ou un étang qui sera à plus de 10 mètres carrés, c'est-à-dire que la moindre remarque qu'on va faire derrière, il faut faire une déclaration. Si c'est un étang, c'est pas la même réglementation, donc c'est pas un souci. Par contre, si vous avez déjà des mares de 1000 mètres carrés, là effectivement, il faut demander. Donc à chaque nouvelle marque qu'on voudrait rajouter sur une parcelle où on aurait déjà et qui nous ferait dépasser les 1000 mètres carrés, il faudra faire une déclaration. Techniquement, oui. Enfin, quand on leur parle de mare, ils sont même pas au courant de la réglementation. Donc, après, c'est... Voilà. Moi, je vous dis ça pour être dans les clous. Et après, en général, il y a d'autres réglementations qui s'appliquent. Et là, c'est au niveau de la mairie ou du département, notamment au niveau sécurité face à la réglementation communale. Donc, notamment l'éloignement face aux maisons. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des histoires d'eau usée, quoi que ce soit. Il y a des histoires de moustiques. Il y a plein de trucs. Donc, en fait, avec le PLU et tous ces documents, plus au niveau communal
ou intercommunal, on peut avoir des trucs spécifiques. Donc c'est mieux quand même, quand tu fais une mare de plus de 10 mètres carrés, de demander à la mairie s'ils n'ont pas dans leur oui qu'ils ont écrit des trucs précis qui encadrent les mares localement. Notamment c'est ça, c'est tout ce qui est salubrité publique et sécurité qui est de la responsabilité du maire. Du coup, souvent c'est à distance aux habitations. Des fois, il y en a qui rajoutent des clauses où il faut que ce soit à 35 ou 50 mètres des habitations. Il faut prier pour qu'en général, ils n'aient pas mis ça en place. Il y a tout ce qui est déclaration en mairie. Il y a responsabilité aussi. Si jamais il y a un enfant qui se met dans votre mare ou quoi que ce soit, c'est vous qui êtes responsable. Donc il y a quand même des trucs à demander, entre guillemets, quand c'est une petite mare qui ne va pas se voir. Vous êtes loin dans votre terrain, peut-être tranquille. Mais il y a des contextes où c'est quand même mieux de se renseigner, surtout si le maire est casse-couille, des trucs comme ça. En général, c'est le cas. Je pense que ça va beaucoup. Et surtout, c'est qu'il y a ça, c'est que si jamais il y a de la nuisance sonore avec le voisinage a souvent gain de cause. Donc si jamais, moi j'ai eu le cas au Grand Laval, par exemple, dans la ferme, les grenouilles coissaient trop fort. Pourtant, c'est si agréable d'entendre les grenouilles coisser la nuit, mais bon. Il n'était pas content, le voisin, alors qu'il habite à 200 mètres facile, bon, il a réussi à faire boucher les mares. Alors que c'était plein d'espèces protégées dedans et compagnie, mais on casse les noisettes des voisins, donc il faut boucher la mare. Donc, super. Et par contre, tout à l'heure, par rapport à tout ce qui est zone humide et quoi que ce soit, si dans la parcelle où on veut faire une mare, c'est classé zone humide, soit vous êtes très compétent et vous savez que vous n'allez pas faire de destruction d'espèces protégées ou d'assécher la zone humide ou de faire un dégât, de causer un préjudice à la zone humide, vous n'avez que aggrader et pas dégrader, allez-y. Mais sinon, en général, sur une zone humide, c'est plus complexe parce que si vous portez atteinte à une espèce qui est protégée, une espèce menacée, ou vous portez atteinte à la zone humide, là, on peut vous tomber dessus. Soit vous êtes compétent, tant mieux, vous jouez le jeu, vous tentez, soit ça coûte très cher de faire des demandes. Soit vous trouvez des bénévoles, des gens qui sont prêts à vous aider gratis, quoi. Heureusement, il y a encore des humains comme ça. Soit zone humide abandonnée, parce que c'est très complexe. Est-ce que c'est la même législation pour un particulier ou pour un agriculteur ou sur un terrain agricole? C'est lié à la classification zone humide. Si c'est identifié comme zone humide, peu importe en fait. C'est la destination du terrain. Ouais, c'est ça. Si c'est classé zone humide, c'est plus complexe, il faut vraiment faire gaffe parce que tu peux avoir des problèmes. Il y a des zones AH aussi, agricole. Ouais, alors ça, j'ai même pas regardé, je t'avoue. Mais je sais que par exemple, il y a des trucs extrêmement flous là-dedans en fait, parce que par exemple, il y a peut-être que vous avez entendu parler de l'hydrologie régénérative, où c'est des gens qui essayent de, là où il n'y a pas de rivière, où il n'y a pas de cycle de l'eau classique, comment augmenter le temps de résistance de l'eau pour permettre d'aggrader les systèmes agricoles. Et notamment, moi j'en connais, ils se sont amusés à faire des baissières chez l'agriculteur conventionnel, des espèces de noues, des espèces de drains parallèles à la pente pour infiltrer l'eau et aider l'eau à rester sur le terrain. Le OFB est passé, vous cassez les pieds de l'agriculteur, maintenant ça c'est zone humide, du coup vous devez appliquer la truc zone humide dans son champ, alors qu'il a complètement cisaillé son champ pour que justement il ait de l'infiltration, cette fameuse sécheresse, et là on lui dit, du coup, il ne peut plus rien faire comme d'hab parce que maintenant tout est zone humide. Putain, le gars il fait un pas en avant et il tombe dessus. Donc pour ça que je dis, zone humide en général, c'est obscur. Et ça dépend des gens. C'est l'OFB qui fait ça? Je crois que c'est l'OFB, ouais. Mais des fois il y a des ratés. Mais ils sont gentils, il y a des ratés. C'est complexe. Maintenant, juste on va voyager un petit peu. Les habitants les plus classiques des mares, donc déjà on a les zoononates, les libellules. Donc on a les demoiselles. Donc la différence entre demoiselles et libellules, je ne sais pas si vous voyez des idées. Les ailes, qu'est-ce qu'elles ont les ailes? Ouais. Et si elles se replient en général chez les demoiselles, c'est parce qu'en fait les deux paires d'ailes sont identiques, donc du coup c'est la même. Si on regarde chez la libellule, elles sont différentes, les deux paires d'ailes. Et c'est ça la différence, même s'il y en a une qui est beaucoup plus petite, je vous l'accorde, la vraie différence entre guillemets entre libellules, enfin entre demoiselles et les grosses libellules, c'est qu'il y a deux paires d'ailes identiques, deux paires d'ailes différentes. Et après du coup la libellule, elle a une vie qui est la partie aquatique, donc quand elle pond sur la végétation aquatique, on va avoir une larve qui peut rester 1 année à 2 voire 3 ans dans l'eau, en fonction des espèces. Donc là on a une larve qui se fond super bien là-dedans, qui a une espèce de masque d'alien qui va venir choper les larves de moustiques, les petits vers, des têtards, des poissons. C'est super vorace. Après ça va sortir, ça va émerger, donc on va avoir l'adulte volant qui va sortir, et on va garder ce qu'on appelle l'exuvie. Donc des fois quand vous vous baladez chez vous, enfin sur votre mare, vous pouvez trouver cette espèce d'exuvie
les vestiges de la carapace de la larve, et ça veut dire qu'il y a des libellules qui sont, même si vous ne les voyez pas parce qu'après elles se sont baladées, ça veut dire qu'elles se sont produites chez vous, dans votre mare, et que votre mare a abrité de la vie. Et il y a plein d'espèces différentes, et chaque espèce, c'est des micro-conditions dans une mare, dans un cours d'eau qui sont différentes. En fait, quoi que vous fassiez, vous allez favoriser des espèces, vous allez en favoriser d'autres. Ensuite, on a les amphibiens. Donc, on a plein de différents. Donc, on a les rainettes arboricoles, qui sont plutôt dans la partie autour de la mare, dans les roseaux ou quoi que ce soit. On va avoir donc le crapaud calamite, qui lui va avoir besoin d'une mare vraiment très sommaire, très pionnière. Les salamandres qui ont besoin autour d'avoir de la forêt avec des souches, avec de l'humidité pour la partie terrestre de leur vie. Elles vont avoir besoin vraiment de se cacher. Parce que là, c'est que la larve qui va vivre dans l'eau, dans des petites flaques d'eau très peu végétalisées, avec très peu de profondeur d'eau. Et une fois qu'elle va sortir, elle va faire toute sa vie proche des mares, mais sur terre. On a les tritons, qui eux, ils ont besoin de mares très végétalisées avec du fond. Et après, il y a différents, il y a le crété qui est magnifique, le alpestre. Et par exemple aussi des grenouilles. Donc il y a la phase tétard, il y a la phase adulte, et du coup là, c'était juste pour le symboliser. C'est que là, elle a encore sa queue, donc elle vient de sortir. C'est le tétard qui a ses deux pattes, qui commence à avoir sa couleur verte. Et là, elle peut sortir sur terre. Mais après, la queue va réduire, elle va grandir. Et du coup, les amphibiens, amphibies, enfin deux vies, il y a une partie de leur vie qui est aquatique, une partie de leur vie qui est terrestre. Donc il faut des habitats terrestres, des habitats aquatiques. Et il y a des exigences à la fois pour les habitats aquatiques, pour les habitats terrestres. Donc en fait, c'est là où je dis, en fait, si vous faites la mare typique qu'on dit de faire dans un bouquin, ça favorisera qu'une seule espèce en général. Enfin, c'est très complexe. Vraiment, les salamandres, c'est des petites mares, des micro-mares, des micro-flaques, souvent forestières, à l'abri, alors que le crapaud calamite, c'est des flaques en plein soleil. Le triton alpestre et crété, c'est des grandes mares très végétalisées, assez profondes. Chacun ses exigences, donc en fait on ne pourra jamais contenter tout le monde avec une seule mare et une seule façon de faire. Les reptiles, les serpents, bon alors pour les plus chanceux, on peut avoir de la cistude, c'est une petite tortue d'eau douce dans les grands dans le mar. Après on a la couleuvre vipérine, qui est une petite couleuvre qui fait penser souvent en vipère parce qu'elle a ce côté un peu tête anguleuse et tout, qui est toute petite, toute gentille et qui vit sous l'eau. Et elle nage sous l'eau et elle attend les larves, les poissons, les têtards et elle les mange par en dessous. Et après on a aussi des couleuvres, donc là on a la verte jaune, donc ici c'est la couleuvre à collier. C'est des poissons, c'est des poissons. Ils sont tous, enfin, ils n'ont aucun venin, il n'y a aucun danger, c'est des animaux qui ont super peur des humains. Et la vipère en France, qui a du venin, qui a des crochets, les vipères, dites-vous que si vous avez amusé à attraper une vipère, il y a des gens qui s'amusent à attraper des vipères pour faire des photos. C'est un rythme de vie très lent, c'est très fragile, et du coup ça leur fait consommer tellement d'énergie que souvent les gens qui s'amusent à attraper des serpents pour faire des belles photos, derrière le serpent il y a moyen qu'il meure, parce que ça lui fait consommer trop d'énergie. Pour vous dire à quel point, niveau énergie, il n'y a pas grand chose. Quand ils mordent quelque chose, leur spécialité c'est les criquets. Donc leur venin est fait pour tuer des criquets. Si entre un humain et un criquet en général, alors forcément si vous croquez à la jugulaire, vous êtes un enfant ou vous êtes cardiaque, mais pour se faire croquer à la jugulaire quand le machin il fait 30 cm à votre pied, je ne sais pas ce que vous avez fait. Mais vraiment pour dire que les serpents, on a une peur viscérale, c'est ancré, c'est très occidental, mais il n'y a aucun risque, ça a peur. Et même si ça mord un humain parce qu'on l'a attrapé ou qu'on l'a bloqué dans un endroit, on va faire une morsure souvent sans venin, ce qu'on dit à blanc, parce que son venin c'est extrêmement casseux, ça lui demande de l'énergie. Donc elle préfère manger, elle sait qu'elle va manger un criquet, elle ne va pas manger un humain. Donc la morsure c'est juste pour dire ciao, lâche-moi et je me barre. Si jamais il y a un serpent qui est agressif ou quoi que ce soit, en général, c'est juste que vous êtes en train de le bloquer dans l'endroit, qui ne sont pas en sécurité, il faut lui laisser un couloir de sortie. Mais sinon, un serpent, ça va faire que fuir. Et par contre, c'est pratique dans les mares, notamment ça mange des grenouilles quand on a trop. Après, il n'y a plus des libellules. On peut avoir des oiseaux, donc ce qu'on appelle les limicoles, les petits échassiers, hauts sur pattes avec un long bec qui vont venir manger plein de choses sur les bords vaseux. On peut avoir les hérons qui vont venir soit pêcher à l'intérieur, soit sur les côtés, sur les prairies humides, les canards quand c'est très grand. Ça, on a le martin pêcheur quand il y a un peu de poisson, du triton. Des grenouilles qui peuvent venir aussi de temps en temps passer pour aller manger des petites choses. Donc on a plein d'oiseaux pareils, des oiseaux différents, avec des régimes alimentaires différents, des endroits dans la mare qui sont différents, des tailles de mare différentes. Après, il y a plein d'autres insectes qui viennent. En ce moment, on a les punaises aquatiques. J'ai déjà vu la notonecte qui est à l'envers. Donc, elle attend qu'il y ait quelque chose qui tombe dans l'eau, et elle va venir elle a ce qu'on appelle un rostre, comme une paille, et elle va venir boire tout ce qu'il y a à l'intérieur, et du coup, l'insecte, ça évite. Le corps de l'insecte mort tombe en bas, enfin au fond de la mare. C'est un stock de CO2 entre guillemets, qui tombe dans le fond de la mare. Elle essaie de manger et du coup ça fait un nettoyeur de la mare entre guillemets. Le géry c'est plus ou moins pareil, ce qu'on appelle araignée d'eau. Ça a 6 pattes, 2 paires d'ailes, c'est un insecte.
C'est une punaise aquatique aussi, si on regarde, elle a un petit pic, et quand il y a un truc qui tombe, elle va voir, elle va le piquer, l'aspirer comme une paille, et après le laisser tomber au fond de l'eau une fois qu'elle a mangé tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Après, on a aussi donc, dans les grands incontournables, les choses très connues des insectes aquatiques, on a le ditique. C'est des gros scarabées, donc des coléoptères, donc la famille des coccinelles. 2 paires d'ailes, 6 pattes chez les insectes, les scarabées, les coccinelles. La première paire d'ailes, ça fait comme une carapace qu'on appelle les élytres pour protéger les autres, elles qui sont en dessous. Donc du coup, ça, c'est une paire d'ailes, comme chez la coccinelle, la partie rouge avec le point noir, c'est une paire d'ailes qui est devenue toute solide pour protéger l'autre paire d'ailes qui est en dessous. Mais bon, les insectes ont 2 paires d'ailes, eux du coup, ils ont une paire d'ailes qui protège, l'autre qui permet à voler. C'est pas des grands voleurs. Enfin, je sais pas si vous avez déjà vu une coccinelle voler, mais en général, c'est pas très adroit. Et eux, c'est les super prédateurs, c'est les dents de la mare. C'est-à-dire que ça vous mange des poissons, ça vous mange des tritons, ça vous mange des grenouilles, ça mange tout. C'est gros comme ça, celui-là. Ça a des mandibules qui sont extrêmement puissantes. Et moi, j'en ai déjà vu un triton de 15 cm comme ça. Il restait plus que la queue, il était en train de le grignoter, et puis il a passé la soirée à le manger en entier. C'est vraiment, quand vous avez lui qui arrive, c'est un indicateur, c'est que votre mare, vraiment, au niveau écologique, vous avez le super prédateur, donc ça veut dire que au niveau fonctionnalité, vous avez réussi à recréer tout le réseau trophique, la chaîne alimentaire. Et du coup, c'est un super indicateur. On se dit, bon, en général, j'ai bien réussi mon boulot. Et après, autour, on a plein de criquets, par exemple, qui vont aimer la végétation hydrophique, donc qui va être juste autour, qui vont être spécifiques des zones humides. Donc de les voir aussi, ça veut dire que vous avez réussi à créer une mare et à créer tout l'habitat humide autour qui est favorable. Ça ne s'arrête pas à la zone où il y a de l'eau. Comment il s'appelle le gros insecte qui mange tout? Le ditique. Le ditique, lui, c'est bordé. Ça s'appelle le ditique bordé. Il arrive très rapidement quand même. Il peut arriver très rapidement, oui, parce qu'il y a plein de choses. Quand on remplit les réservoirs, en 2 jours, Après, il y en a des petits aussi. Il y a plein de diticques différents. Et lui, c'est le gros qui mange les grenouilles, les tritons et tout. Mais ceux qui arrivent très vite, c'est les Swenophilus. Non, les noirs, c'est des herbivores. Eux, ils arrivent quand il y a beaucoup à manger. Mais les petits ditiques, donc il y en a des tout petits qui vont très vite, qui arrivent très vite, eux, ils sont spécialisés dans la chasse aux moustiques. Donc quand on met souvent des récupérateurs d'eau ouverts, c'est juste un gros tonneau de flotte où il n'y a rien qui peut rentrer dedans à part les moustiques, alors en général, les petits ditiques, ils arrivent très vite parce qu'il y a à manger et heureusement qu'ils sont là. Et ensuite, dernier groupe d'espèces assez classiques des larves qu'on peut voir aussi, c'est les chiroptères, donc les chauves-souris. Donc il y en a plein partout, donc il leur faut des toits, il leur faut des arbres morts avec des creux pour venir se poser. Mais pour aller chasser, il y a du moustique, il y a plein de choses, il y a plein d'insectes qui vont émerger, qui vont sortir de l'eau. Donc en général, les chauves-souris adorent les mares, les points d'eau, ça en favorise beaucoup. Voilà, puis c'est quand même trop mignon. Ensuite, on va parler des plantes, pour finir là, avec presque une heure de retard, c'est génial. Il va falloir creuser vite après. Ouais, il va falloir creuser vite, désolé. Donc là, ce que je veux dire, c'est qu'on a vraiment une succession de plantes. On va avoir des plantes au fond qui vont être oxygénantes, donc qui vont permettre d'amener de l'oxygène dans l'eau. On va avoir des plantes qui sont flottantes, qui vont faire de l'ombre. Il y a des plantes après qui vont bien avoir les pieds tout le temps dans l'eau, et puis après, en fait, plus on avance, plus les plantes elles ont besoin d'eau, mais pas non plus être asphyxiées sous l'eau. Et après, il y a toute une espèce de prairie qui aime bien être proche de l'eau, mais qui n'a pas besoin non plus, qu'il ne faut pas qu'elle soit inondée. Une petite règle en plus, là aussi. Donc, ce qui est important dans une mare, c'est d'avoir souvent ce qu'on dit, c'est il y a plein de types de mares. Mais si on veut une mare qui reste en eau longtemps, avec un peu de profondeur, du coup, pour faire une mare classique, entre guillemets, ce qui est dit, c'est d'avoir 2/3 de la mare qui soit recouverte par la végétation, pour éviter justement que ça chauffe trop et que l'eau parte. Et donc, si vous ne le faites pas, ça sera un autre type de mare. En général, le type de mare qu'on aime bien, c'est 2/3 de la surface qui est recouverte par des végétaux. Et autre truc, c'est qu'une mare, c'est aussi un stade climatique, donc une succession écologique, entre guillemets. Naturellement, elle va se reboucher. Donc, pour la question que j'en ai tout à l'heure, en fait, une mare, naturellement, c'est une accumulation de sédiments qui va se faire, un stock de CO2 qui va finir par se boucher. Donc, naturellement, fatalement, une mare, petite, grande, elle va toujours finir par se boucher par du sédiment. S'il n'y a pas une arrivée d'eau qui va l'évacuer et envoyer le sédiment dans la mer, c'est le principe des tourbières, où au début on a une mare, après on va finir par avoir une tour, et après ça va finir par se refermer, et après on a du pétrole sous terre. Enfin, c'est normal, l'habitat mare tend vers se refermer pour recréer de la forêt par-dessus. Ouais. Du coup, pour l'oxygénation de la mare, c'est des plantes qui vont apporter des plantes. Voilà, c'est qu'il y a des plantes très spécifiques, ce qu'on appelle les plantes oxygénantes, qui vont oxygéner l'eau, qui sont nécessaires pour plein de réactions chimiques dans l'eau.
Et du coup, c'est pour ça que l'élodée du Canada, c'est la plus facile à trouver, celle qui pousse le plus vite, donc on a tendance à la mettre dans les mares, sauf qu'elle prend le dessus surtout, et après, il n'y a pas d'autres plantes locales qui peuvent le faire. Ouais. Donc ça veut dire qu'il y a un entretien à faire sur les mares, si elles se bougent toutes seules. En fait, si vous êtes dans une dynamique libre évolution, restauration des milieux naturels, l'insuccession va se faire, et enfin, on ne touche à rien, on sait qu'on recrée une dynamique et on accepte ce qui se passe. Mais en général, là, on a envie de créer un endroit différent, il n'y aurait pas eu de mare, on a envie de garder l'habitat mare, parce qu'en fait, il n'y en a plus nulle part, parce qu'on a bousillé les fonctionnalités écologiques des milieux, et du coup, ça se fait plus naturellement une mare. Du coup, oui, là, on a besoin d'un entretien régulier pour pouvoir éviter qu'elle se rebouche. Et du coup, le morceau de lave, c'est une légende ou... Le morceau de quoi? De lave, de la matière qui vient de la lave, en fait. J'ai entendu dire, c'est oxygénant. J'ai jamais entendu parler de ça. De la pouzzolane. Ouais, comme la pouzzolane ou de lave. Ça, j'en suis pas végétarien. Ouais, Dans les aquariums. Oui, ça me fait penser aux céramiques dans les aquariums du charbon, mais d'accord. ça me dit vraiment. Ouais. Alors l'entretien, c'est quoi? C'est un coup de pelle tous les 5 ans pour enlever? Non, je sais pas. Coup de pelle avec la bâche, il faut faire attention. Non. Souvent, ce qui se fait, ce qui se dit déjà, c'est au niveau biomasse des plantes, faire attention. Pour pas que ça recouvre trop, parce qu'en fait, du coup, c'est les feuilles qui tombent, qui vont. Donc c'est pas mal de mettre un petit coup de quand c'est l'automne, s'il y a des arbres au-dessus. Déjà, évitez de faire sa mare à un endroit où il y a beaucoup d'arbres, sauf si vous voulez faire une mare forestière pour les tritons et compagnie, ce qui est génial aussi. Mais je pense qu'on a tous en tête l'image classique qu'on montre tous dans les bouquins. Si vous voulez faire ce type de mare-là, il faut qu'il y ait de l'ombre au-dessus, mais il faut éviter qu'il y ait trop d'arbres au-dessus, parce que sinon, ça va plus l'enfer à l'automne, ça va se tomber très vite. Là, toutes les plantes que vous voyez là, ça pousse super vite. Il n'y a pas besoin d'en apporter ou de se ruiner, en acheter plein. Ça pousse méga vite. Après, vous pouvez passer au copain en plus, donc c'est génial. Donc, chaque année, il faut en couper, il faut en séparer, il faut casser les rhizomes, quoi que ce soit. Il faut enlever un peu de matière végétale chaque année. Et après, c'est en fonction de voir. Moi, il y a des mares, effectivement, au bout de 10 ans, je dis tiens, effectivement, là, je vois que ça commence à avoir tous les étages en dessous commencent à être bouchés. Je lui dis bon, bah là, effectivement, je vais prendre des seaux, je vais enlever un peu de vase et compagnie, je vais baisser un peu le niveau d'eau et puis je vais l'entretenir. Je vais la curer un petit peu. Mais en fait, ça dépend de tellement de facteurs de sédimentation et de bouchage de la mare, et aussi de votre degré, de à quel point j'ai envie que ça reste à tel niveau, que ça dépend vraiment de beaucoup de paramètres. Et là, c'est un peu auto-annulé, c'est à l'œil, c'est au ressenti. Bon, là, je trouve que la mare, quand ça trop se reboucher, ou j'ai vu, c'est être très sensible, c'est-à-dire qu'il y a des espèces qui sont plus là, qui sont disparues. Visiblement, ça doit être lié forcément parce qu'il n'y a plus la profondeur qu'il leur faut. Je sais pas, j'ai vu un poisson qui flottait, c'était un petit souci d'oxygénation, du coup, peut-être. Après, c'est vraiment ce côté sensible, indicateur de voir les choses. Et là, ça dépend vraiment de tout à chacun. Où est-ce que tu trouves ces plantes-là? Est-ce qu'on a le droit de les prendre quand on en voit sur le Blavet ou autre? Je ne suis pas botaniste. Il y a des espèces qui sont protégées, notamment dans les zones humides. Mais en général, c'est devenu tellement rare que vous tombiez sur une plante protégée. Si vous êtes vraiment allé vous balader dans un super coin. Mais du coup, oui, techniquement, oui, tu prends une bouture, en plus ça se bouture super bien et tout. Tant que tu n'impactes pas le milieu, même fait, j'espère qu'il n'y a pas de policier ici, mais tant que. Si tu prends une plante, même protégée ou rare ou quoi que ce soit, comme ça se bouture super bien quoi que ce soit, si tu prends juste un petit bout que tu mets dans ta mare et que ça va repousser par elle-même, en fait tu lui rends un peu de service. Tant que tu n'as pas pris le seul exemplaire ou que tu n'as pas donné le milieu, comme c'est pas comme des plantes aussi où tu as besoin vraiment de prendre l'arbre en entier, là, par exemple, tu coupes une tige, tu fous dans la flotte et ça repousse tout de suite, tu prends un rejet et ça croît super vite ces plantes-là. Donc, il n'y a pas trop de risques, il faut vraiment faire attention. On s'est rechopé s'il y a quelqu'un qui se mais ils connaissent rien en plantes en général. C'est surtout de se dire, en fait, une mare, naturellement, elle va se végétaliser, ça va végétaliser très vite. Une mare que je vous ai montré tout à l'heure, en 3 mois, il n'y avait rien, c'est de la terre. Ça a poussé d'un coup et on n'a rien fait, on n'a rien amené. Et du coup, en faisant ça, vous avez vraiment le cortège local, donc le cortège le plus adapté qui va arriver. Mais je comprends qu'il y a à la fois le besoin esthétique, et du coup de choisir quelques espèces qui vont venir, et aussi le besoin d'accélérer, parce qu'on a forcément envie d'avoir des effets tout de suite. Je suis le premier à faire ça, donc pas de souci. Les premières marques que j'ai faites où j'ai rien fait, je peux vous dire qu'au début j'étais stressé, ça m'énervait, après la détail magnifique. Mais après, c'est encore une fois, c'est la sensibilité. Faites comme vous voulez. Vous pouvez aller chercher des plantes près de chez vous, forcément, tout doit se mettre local, donc c'est censé pouvoir très bien s'adapter. Juste faire attention aux plantes, que ce ne soit pas une plante exotique envahissante. Je vous ai montré les 3 pires, mais il y en a plein d'autres malheureusement dans les zones humides.
Mais ceux-là, c'est vraiment ça qui pose des gros soucis. Après, il y en a qui posent moins de soucis, donc faites ce que vous voulez. Là, si on est sur les plantes qui sont proches de l'eau, un tout petit peu les pieds dans l'eau, la reine des prés, la salicaire, ça c'est magnifique, ça met plein de fleurs, enfin c'est pour les abeilles, c'est génial. On a les phragmites, les roseaux, pareil, c'est super intéressant, ça filtre l'eau, donc c'est des plantes qui permettent de purifier l'eau, qui sont super intéressantes. Là, on a le rubanier, pareil, espèce de carex avec des espèces de petites bogues comme des châtaignes qui sont assez intéressantes, qui font des petites fleurs, qui attirent pas mal d'espèces. Les joncs aussi. Donc là, c'est un panel de ces plantes de berges qui sont extrêmement communes, qu'on trouve plus ou moins partout en France et qui sont vraiment des belles interactions avec le vivant. Du coup, qu'on peut identifier facilement, qu'on peut amener facilement si on veut accélérer les choses, pour reconnaître si on les a qui arrivent sur sa main. Ensuite, donc là, on arrive sur les plantes qui ont les pieds dans l'eau, je disais tout à l'heure. Donc on a l'iris des marais, le plantain d'eau, la flèche d'eau. Là, ça fait comme une flèche avec une belle petite fleur blanche, moi je les adore, c'est là. On a aussi la peste d'eau, c'est comme des espèces de petits sapins qui sortent de l'eau. Donc ça, c'est des espèces qui sont locales, qu'on trouve plus ou moins assez partout, et qui sont super cool dans les mares. Parce qu'en fait, c'est par là que par exemple, les libellules vont sortir, et vont sortir de l'eau, vont se poser, et après devenir une enfin, c'est super intéressant. Et là, on a une plante exotique, la Pontédérie, mais qui est magnifique, qui est super mellifère, qui ne va pas exploser partout ailleurs, elle va rester limite presque dans son pot, elle ne va pas exploser. Tout ça, c'est genre, c'est même bon, je vais bien le mettre dans les mains, parce que je la trouve super belle. Elle amène plein d'abeilles, donc avec la salicaire, la rose juste avant. Les deux ensemble, en général, c'est jackpot quand il n'y a plus de nectar nulle part ailleurs. Donc moi, j'aime bien la mettre et je sais qu'elle ne pose pas de problème. Comment tu appelles ça? La Pontédérie. Vous en verrez. Et du coup, par contre, juste par exemple pour ces deux-là, je les ai mises ici, dans les plantes qui aiment bien avoir les pieds dans l'eau, mais elles ont deux formes. Si jamais la mare, elle s'assèche entre guillemets ou quoi que ce soit, et qu'elle a les pieds dans l'eau, on va voir la forme entre guillemets aérienne. Là, qui est très jolie, moi que j'aime beaucoup et que tout le monde connaît. Et en fait, c'est tout récent, on s'est rendu compte que ces plantes-là, si on les balance au fond de la mare, que la mare est inondée ou quoi que ce soit, et qu'elles sont sous l'eau, elles vont avoir une autre forme qui ne ressemble pas du tout à ça, et qui est une forme oxygénante. Donc en fait, là, on a une plante de 2 en 1. Soit on la met sur le bord, elle a une forme jolie et elle sert à plein de choses cool, et elle filtre l'eau. Soit on la met au fond de l'eau, elle va avoir une autre forme et elle va devenir oxygénante. C'est pour ça que celles-là, je les aime bien, parce qu'en fait, en général, elles sont passe-partout. Donc, quand tu vas à la pêche aux plantes pour accélérer un peu la végétalisation de ta mare, je trouve que ces deux-là, déjà, tu as rempli 80% de tes besoins. Je rajouterais qu'il y en a certaines qui en plus sont comestibles. En plus, c'est génial. Ça, je ne connais pas du tout. Et après, donc, on a les plantes oxygénantes et les plantes flottantes. Donc, là, on a les potamos et les renoncules. Renoncules, ça a besoin d'un peu de courant quand même, donc ça dépend de l'eau vive ou de très, très bonne qualité. C'est plus les potamos. Ça, c'est des plantes qui sont à la fois flottantes, filtrantes et oxygénantes, parce qu'elles ont une partie qui flotte, qui est flottante. Et il y a toutes les feuilles en dessous qui vont être différentes et qui vont aller amener de l'oxygénation dans le milieu. On a les cornifles, super beau. Et les Vallisneria aussi. Mais les espèces typiques, parce qu'il y en a beaucoup quand on vend pour les aquariums, c'est pas les espèces d'ici, donc ça ne survivrait pas dans notre eau. Donc tout ça là, c'est des plantes oxygénantes et aussi un peu flottantes pour celles-là. Et après on a les nénuphars, qui sont super pour faire de l'ombre, pour faire des plateformes. On a des espèces très typiques, par exemple des petits scarabées, des coléoptères qui vivent que sur les feuilles de nénuphar, qui s'appelle le donacia, une espèce de petite coccinelle allongée, qui vivent que sur les feuilles de nénuphar jaunes. Donc c'est des plantes qui sont juste flottantes, pas oxygénantes, qui sont super intéressantes, qui font de l'ombre, qui apportent des habitats super importants pour plein d'espèces aussi. Voilà. Sur le milieu, en haut, Ça, ouais. C'est la renoncule. C'est avec ça qu'on fait du savon, de base. C'est bien. C'est plutôt les cours d'eau, mais en fait, il y a certaines espèces de bar, mais avec une très bonne qualité d'eau, c'est pour ça que je les ai mises. Enfin voilà.